Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Évidemment, les forêts sont rasées. Non seulement il faut dégager le territoire des arbres encombrants, mais le bois, bien sûr, doit être utilisé à la construction des dizaines de derricks qui poussent alors comme des champignons sur ces nouvelles collines nues et boueuses. L'air, autrefois frais, est maintenant saturé d'émanations nauséabondes, de méthane et des millions de litres d'essence encore inutiles avant l'invention du moteur à explosion qui imbibent le sol et qui polluent les rivières environnantes. Partout où l'œil peut se poser, c'est un véritable chaos. Tout est sale, tout est noir, puant, pollué, mais surtout, tout est dangereux. Et oui, vous vous doutez bien que des kilomètres et des kilomètres de derricks en bois posés sur une mer d'essence, près desquels on chauffe le pétrole pour le distiller, tout ça va finalement mal finir. Les feux sont fréquents et quand ils sont là, ils sont totalement ravageurs. Quelques semaines seulement après son ouverture, le puits du colonel Drake est anéanti par les flammes. En 1861, 19 personnes sont brûlées vives au moment de la découverte du premier gusher, c'est-à-dire un puits dans lequel la pression est si forte que le pétrole brut en jaillit spontanément. Le gaz de ce gusher s'enflamme, tue tous ceux qui se trouvent à proximité et allume un incendie incontrôlable pendant 3 longues journées. Le nombre d'incendies est tellement élevé dans les puits et les raffineries de fortune des oil regions que les producteurs doivent prendre des mesures drastiques pour tenter de réduire les risques. Entre autres, des écriteaux portant l'inscription « Les fumeurs seront abattus ». Carrément. Et ces écriteaux sont plantés un peu partout près des gisements. Pour résumer, vous avez compris, c'est l'anarchie. D'autant plus qu'aux alentours des derricks, des villes champignons se développent du coup à une vitesse fulgurante. Elles s'établissent en un éclair près de chaque nouveau puits, attirant en leur sein une population malfamée, d'escrocs, de prostituées, de vendeurs d'alcool. Elles sont sales, elles sont dangereuses, mais avant tout, elles sont éphémères. Aussitôt que le puits se retrouve à sec, eh bien, tout le monde s'en va. En l'espace d'1 an, une localité de 20 000 habitants peut se créer, accueillir des banques, des bordels bien sûr, des hôtels, des journaux, et puis disparaître du jour au lendemain, en ne laissant comme seule trace qu'une ville fantôme. Ces soubresauts frénétiques qui rythment les débuts de l'exploitation du pétrole se font aussi ressentir sur le plan financier. En fonction de la taille des gisements, l'industrie pétrolière jongle entre des phases de surproduction et des phases de pénurie qui se répercutent inévitablement sur les prix de vente. Tantôt un cauchemar pour les producteurs qui doivent vendre le baril à seulement 10 cents, tantôt un cauchemar pour les clients qui achètent le baril à 12 $. Le déséquilibre financier rend l'industrie pénible et incertaine, ce qui peut nous rappeler l'industrie technologique d'aujourd'hui d'ailleurs. Entre crasse, danger et incertitude financière, c'est difficile de comprendre pourquoi l'or noir attire autant. Surtout que l'accès au gisement est parfois compliqué, que les producteurs finissent souvent par chasser des populations autochtones de leur territoire, dans le seul espoir de s'enrichir avec le trésor capricieux enfoui sous la terre. Là-dessus, je ne vais pas en dire plus, je vais vous inviter plutôt à aller voir le nouveau film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, pour vous plonger au cœur du sujet. On est là dans le sujet, c'est aussi pourquoi on est là ensemble à faire cette histoire-là. Le pire, c'est que rien ne va en s'arrangeant, que ce soit au niveau médical, environnemental, salarial ou économique. Les conséquences de l'exploitation du brut vont s'avérer être de plus en plus catastrophiques. Mais ça, on y reviendra plus tard. Pour l'instant, ça ne fait pas assez longtemps que le pétrole s'est démocratisé et personne ne se plaint réellement en fait de la sauvagerie qui règne au sein de l'industrie naissante. Au contraire même, l'humain reste humain et plus le challenge est intense, plus ça le galvanise. Qui va réussir à dompter cette ressource hasardeuse, capricieuse ? Vous l'avez compris, encore une fois, l'histoire du pétrole, c'est l'histoire d'une conquête et ça ne pouvait être qu'américain. Voici donc venu le temps de vous présenter un nouveau personnage, particulièrement important, j'allais dire même vital, sans lequel toute cette histoire peut-être n'aurait pas eu lieu, John Davidson Rockefeller. Alors évidemment, avec son nom, ça vous dit forcément quelque chose, c'est normal puisque c'est le premier milliardaire de l'époque contemporaine, le roi du pétrole, et il a façonné l'économie mondiale afin qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui, tout simplement.
Alors évidemment, il ne l'a pas fait tout seul. Aucun homme ne peut prétendre avoir autant d'influence sur le monde et sur l'histoire, seul. Mais son esprit de stratège et d'homme d'affaires l'a définitivement poussé sur le devant de la scène comme l'un des plus grands acteurs des enjeux économiques et politiques de son temps. Vous allez voir comment. Rockefeller est un simple grossiste. On est en 1859, il installe sa maison de négoce à Cleveland, non loin des monts Appalaches, où se trouvent les puits de pétrole des fameuses Oil Regions. Là-bas, à l'abri de la guerre qui s'apprête à éclater aux États-Unis, mais pas trop loin du front non plus, de sorte de pouvoir tirer bénéfice, Rockefeller commence un business prolifique d'achat et de vente dans une région en pleine expansion. La guerre, c'est vrai que je n'ai pas encore parlé de la guerre, et pourtant, elle est décisive pour l'expansion fulgurante de l'industrie pétrolière. Elle éclate en 1861. C'est la guerre civile, évidemment, entre les États confédérés sudistes et les États du Nord, restés fidèles au gouvernement fédéral des États-Unis, dirigé depuis un an par Abraham Lincoln. Le conflit interrompt du coup la livraison de térébenthine, la graisse végétale utilisée en médecine et en mécanique, qui est produite par les États du Sud. Le kérosène la remplace donc immédiatement alors que les baleiniers sont réquisitionnés dans le cadre du conflit. En 1865, à la fin de la guerre, le pétrole est partout. Il a servi dans les usines d'armement, sur les chemins de fer, pour les rouages des navires et pour tout un tas d'activités domestiques. D'après les mots de James Garfield, membre du Congrès en 1865, le pétrole est désormais roi dans le monde du commerce. Je cite ses propres mots. Mais revenons à nos moutons, si j'ose dire. Rockefeller est donc installé à distance raisonnable de l'action et se fait assez d'argent pour pouvoir investir dans les chemins de fer ainsi que dans un atelier de raffinage de pétrole en 1863. Sa position d'intermédiaire au sein du marché est très intéressante. En tant que propriétaire de maisons de négoce, il se tient donc à l'écart des fluctuations dangereuses de l'extraction et de la vente du pétrole. Encore mieux, la guerre civile a grandement profité aux grossistes de Cleveland et les prix du pétrole, du coup, s'envolent. Les raffineurs ont la part belle dans l'affaire, contrairement aux producteurs. Leur investissement de départ, finalement, est très faible. Seul un foyer et des bacs de récupération sont nécessaires à leur activité. Et les bénéfices pleuvent. En plus, Rockefeller se rend vite compte que les déséquilibres et l'insécurité financière se concentrent dans le business de l'extraction du pétrole. Il se contente donc de le commercialiser et se fait son bénéfice en se focalisant sur le coût du transport. Plus il vend, moins les tarifs d'acheminement sont élevés, évidemment. En 1868, il passe secrètement un accord avec un notable des chemins de fer en l'échange du financement d'un réseau à courte distance parcourant les Oil Regions. Rockefeller obtient sur ce réseau un rabais de 75% sur les tarifs du transport de son pétrole. Cette stratégie, extrêmement maligne il faut le dire, va lui permettre en temps voulu d'obtenir un quasi-monopole sur la vente du pétrole aux États-Unis. On est désormais le 10 janvier 1870. L'État de l'Ohio accueille la Standard Oil Company, dont Rockefeller est le président et l'actionnaire principal. Le nom de la compagnie a toute son importance. Standard, en anglais, ce mot renvoie à quelque chose de conforme, quelque chose qui rentre, on va dire, dans la norme. Si on considère le nombre important d'explosions mortelles qui ont lieu à cause du pétrole de mauvaise qualité, produire un pétrole standard est un véritable atout commercial, marketing. Ce que ça veut dire, c'est que le produit que vend la Standard Oil Company est uniforme, stable et donc sans danger. Pourtant, c'est la Standard Oil qui est dangereuse. C'est pas qu'elle mette en péril l'intégrité physique des ouvriers ou des clients, non, ce qui la rend dangereuse, ce sont ses stratégies économiques qui vont bientôt étouffer toutes les entreprises concurrentes. Effectivement, alors que l'industrie pétrolière commence à battre de l'aile, elle fait face à une baisse importante des prix du baril, due à l'abondance du pétrole sur le marché. Évidemment, plus il y en a, moins il vaut cher, c'est logique. Eh bien, Rockefeller passe à l'attaque. Selon lui, il est temps de mettre un terme à la compétition assassine qui sévit entre les compagnies de raffinage. En gros, il veut profiter tout seul de la poule aux œufs d'or. L'objectif, c'est de placer la Standard Oil à la tête d'une sorte de cartel. La manœuvre est déjà beaucoup utilisée dans une multitude d'activités, que ce soit le commerce du sucre, du whisky ou du sel. Il suffit donc à Rockefeller d'adapter la tactique à l'industrie du pétrole.
Voilà, vous venez d'écouter l'extrait d'une émission Timeline 5000 ans d'histoire qui fait 1 heure en moyenne. Pour écouter la suite et bénéficier de plus de 300 émissions en ligne écrites par des historiens avec les sources, des interviews, etc., il vous en coûtera seulement le prix d'un café par mois, 2 €. Le lien est dans la description. Si vous avez des questions, des avis, des idées à partager, n'hésitez pas. Nous sommes en direct tous les jeudis sur Twitch, timeline_podcast, et c'est gratuit.